à 14h30, heure locale, le lundi 17 février 2025, un bombardier CRJ-900 de Endeavour Air, qui volait pour le compte de Delta Airlines en tant que Delta Flight 4819, a subi un grave accident lors de l'atterrissage sur la piste 23 à l'aéroport international Pearson de Toronto, au Canada. Dans cette vidéo d'actualité de dernière minute, nous vous fournirons ce que nous savons jusqu'à présent, et toutes les mises à jour supplémentaires seront publiées sur mentorpilote.com. Comme je l'ai mentionné précédemment, le vol a été effectué avec le Canadair Regional Jet 900, qui est une version moderne et étendue du Canadair Regional Jet 700 et peut transporter de 76 à 90 passagers selon sa configuration. Ce jour-là, 76 passagers et 4 membres d'équipage étaient à bord, suggérant que l'avion était probablement complet. L'avion impliqué avait un peu plus de 15 ans et au moment où nous enregistrons ceci, il n'y a aucune nouvelle sur son état technique. Le vol était prévu de l'aéroport international de Minneapolis-Saint Paul aux États-Unis vers Toronto Pearson International au Canada et il avait initialement été programmé pour partir à 10h30 heure locale. Mais pour une raison quelconque, probablement à cause d'un retard d'arrivée d'un vol précédent, l'avion a finalement quitté Minneapolis à 11h47, ce qui signifie environ 1h17 de retard. Maintenant, nous n'avons pas encore d'informations sur l'équipage en fonction, mais nous savons que l'avion a décollé de la piste 30 droite tout à fait normalement, puis a grimpé jusqu'à son altitude de croisière de niveau de vol 290, soit environ 29 000 pieds. Le temps de vol était prévu pour être d'environ 1h30, et l'avion semble avoir suivi son itinéraire de plan de vol normal. En approchant de Toronto, la météo de destination était transmise. 50 à piste 23 et 24. 50 AR étaient utilisés pour l'atterrissage avec un vent de surface de 270 degrés, 28 nœuds, rafale à 35. C'est environ 52 km/h, avec des rafales à 65 pour référence, donc assez venteux. La visibilité était de 6 miles statutaires avec de la neige soufflante, des nuages épars à 3400 pieds et une température de moins 19 degrés Celsius. L'état de la piste a été donné comme 5 sur tous les tiers de la piste, et c'est sur une échelle de 1 à 6, ce qui signifie que l'action de freinage, c'est-à-dire l'efficacité que l'on pouvait attendre des freins, était raisonnablement bonne. La piste était également recouverte d'environ 10% de neige compactée et d'un autre 25% avec un huitième de pouce de neige sèche, et elle avait été traitée avec des produits chimiques afin de maintenir l'action de freinage. Donc, dans l'ensemble, cela ressemblait à une belle journée avec un temps très froid et hivernal, mais avec des vents très forts et en rafale, sur lesquels je reviendrai plus tard. L'avion a finalement commencé son approche vers la piste 23, et d'après ce que nous pouvons voir sur toutes les différentes vidéos postées sur les réseaux sociaux, il semble que l'approche a été effectuée de manière raisonnablement stabilisée, où il a finalement touché le sol à 2h, 13h locale. Maintenant, bien que l'approche initiale semble avoir été stabilisée, il semble que quelque chose se soit passé lors de la toute dernière partie où, au lieu de l'arrondi normal, il a touché le sol très durement, et avec l'aile droite légèrement basse. Le CRJ-900 a des moteurs montés à l'arrière, donc les ailes sont plus proches du sol que sur un Boeing 737 ou un Airbus A320. Cela signifie qu'il n'a pas besoin d'un train d'atterrissage très haut et grand, ce qui permet d'économiser du poids, mais cela signifie également une garde au sol légèrement plus basse. Dans tous les cas, les différents posts sur les réseaux sociaux semblent montrer qu'immédiatement après l'atterrissage, l'aile droite a alors touché le sol, et la force de cela a probablement causé la séparation complète de l'aile droite de l'avion, et a ensuite fait rouler l'avion sur son dos. À peu près à ce moment, l'aile gauche a également été gravement endommagée, en même temps que la perte de toute la section de queue. Il est évidemment impossible d'obtenir beaucoup de détails à partir de ces vidéos. Nous devrons attendre la fin de l'enquête pour savoir exactement dans quel ordre tout cela s'est passé, mais ce que je peux dire, c'est qu'il a probablement été très chanceux que de grandes parties des ailes se soient détachées tôt ici. Car dans les vidéos, nous pouvons voir une énorme boule de feu éclater au moment où l'aile droite a été arrachée. Lorsque cette aile a disparu, les réservoirs de carburant à l'intérieur ont probablement également éclaté et ont immédiatement déversé la majeure partie de leur contenu dans l'incendie d'étincelles créé par le jet en chute, provoquant son allumage. Mais juste vers la fin de cette trajectoire catastrophique, nous pouvons également voir comment la boule de feu a soudainement cessé de suivre la direction générale de l'avion,
où à la place, un nuage blanc, probablement de la neige, a continué d'avancer sur une autre distance considérable. Il est possible que la majeure partie du feu soit restée plus en arrière, là où l'aile droite s'était séparée, et que la majeure partie du carburant avait donc fui, et que cela a sauvé le reste de l'avion qui a finalement fini par s'arrêter complètement à l'envers. Maintenant, d'un point de vue pilote, après la séquence initiale de l'accident ici, ils auraient eu très peu de choses à faire. Lorsque les ailes se sont détachées et que l'avion s'est ensuite retourné, les deux moteurs se seraient probablement arrêtés assez rapidement en raison de la pénurie de carburant. Et sans le gouvernail ou tout contact du train d'atterrissage avec le sol, il n'aurait eu aucun moyen de contrôler la trajectoire. Sans les moteurs, l'éclairage d'urgence de l'avion se serait probablement activé immédiatement. Donc, pendant qu'ils étaient suspendus à l'envers dans leur siège, la seule chose qu'ils auraient pu faire aurait été de passer en revue la liste de contrôle d'évacuation et de l'annoncer. Mais l'équipage de cabine est formé pour initier une évacuation immédiatement si l'orientation de l'avion n'est clairement pas normale, ce qui était effectivement le cas ici. Au moment de cet enregistrement, les 76 passagers et 4 membres d'équipage ont tous été évacués et ont survécu. Mais les derniers rapports indiquent également que 15 personnes ont été blessées, dont 3 sont dans un état critique. Alors mon équipe et moi espérons vraiment qu'ils iront bien. Les autorités canadiennes ont déjà initié une enquête sur l'accident, conformément à l'annexe 13 de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Nous espérons donc obtenir un rapport provisoire dans quelques mois, puis le rapport complet dans environ 1 à 2 ans à partir de maintenant. Mais dans quel domaine est-il le plus probable que les enquêteurs se pencheront ici? Eh bien, ceux d'entre vous qui suivent mes vidéos depuis un certain temps savent que je ne spécule jamais sur les causes avant que les professionnels aient eu l'occasion de faire leur travail. Mais en voyant ces vidéos, il est évident qu'un certain type de perturbation a fait que l'avion a commencé à virer vers la droite quelques secondes avant l'impact. Lors d'un atterrissage normal, pendant les 30 derniers pieds environ, nous, les pilotes, faisons quelque chose connu sous le nom d'arrondi, où nous commençons à arrêter doucement le taux de descente depuis les 750 pieds par minute environ, que nous maintenons pendant l'approche jusqu'à seulement environ 200 pieds par minute ou moins avant l'atterrissage. Maintenant, pendant cet atterrissage, il ne semble pas y avoir eu beaucoup d'arrondi du tout, et il peut y avoir plusieurs raisons différentes à cela. L'une d'elles est un changement soudain de vent qui pourrait faire chuter brusquement la vitesse R indiquée de l'avion et des rafales, comme celle-ci pourrait même provoquer un courant d'air temporaire qui pourrait conduire à un scénario similaire à celui que nous avons vu dans ces vidéos. Le vent était, comme je l'ai mentionné auparavant, signalé comme très rafaleux et il venait également d'un angle légèrement à droite de la piste. Cela signifie que les pilotes auraient dû effectuer l'approche avec un léger angle de dérapage dans le vent afin de maintenir l'alignement sur l'axe de la piste. Ce dérapage devait ensuite être supprimé pendant l'arrondi afin d'aligner le nez de l'avion avec la piste, et la complexité de cette opération, surtout en conjonction avec une rafale soudaine et forte, pourrait potentiellement causer des problèmes. Vous voyez, lorsque vous mettez du gouvernail à gauche pour aligner l'avion, cela va créer légèrement plus de portance sur l'aile droite qui devra être contrebalancée par l'aileron droit. Et si cela se produit en même temps qu'une forte rafale, cela pourrait faire tomber l'aile. Maintenant, Ben, mon nouveau co-présentateur et l'un de mes meilleurs amis, expliquera plein de choses comme celle-ci dans un nouvel épisode sur lequel nous travaillons en ce moment. J'espère donc que vous trouverez cela vraiment intéressant. Maintenant, une fois que les enregistreurs de données de vol et les enregistreurs de voix de cockpit sont extraits, les enquêteurs pourront voir exactement quel type d'entrée les pilotes faisaient, quelle était la vitesse verticale et la vitesse indiquée, ainsi que des centaines d'autres paramètres. Il sera très intéressant d'en apprendre davantage à ce sujet avec l'avancement de l'enquête. C'est aussi la raison pour laquelle je ne veux pas spéculer sur la cause ici, car le but d'une enquête sur un accident est de trouver la bonne raison derrière un accident, afin que nous, les pilotes et l'équipage de cabine, puissions tirer les bonnes leçons et espérons l'empêcher de se reproduire. Mais une autre chose que je veux vraiment souligner dans cette vidéo est l'incroyable professionnalisme démontré par l'équipage de cabine lors de cet événement. Dans certaines des vidéos qui ont été partagées, vous pouvez les voir et les entendre donner des ordres clairs sur la manière d'évacuer l'avion à leurs passagers. Et cela provient d'un avion qui était évidemment complètement renversé, rendant l'intérieur de la cabine complètement différent de tout ce qu'ils avaient jamais pratiqué. Maintenant, le fait qu'ils aient réussi à ouvrir au moins certaines des sorties de secours
et qu'ils aient continué à faire leur travail comme on leur avait appris est vraiment louable et probablement l'une des grandes raisons du résultat relativement positif de cet accident. Maintenant, mon équipe et moi continuerons à suivre de près cette histoire et Spiros, mon scénariste, mettra à jour mentorpilot.com dès que de nouvelles informations pertinentes seront publiées. Si vous voulez voir un documentaire complet sur un autre accident qui s'est produit dans des conditions de neige, regardez ensuite cette vidéo de ma autre chaîne Mentor Pilot et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette vidéo si vous aimez ce type de mise à jour. Je suis Peter Hernfeld et ceci est un épisode spécial de Mentor Now. Passez une excellente journée, à la prochaine. Au revoir.